Alors, vous le savez, puisqu'évidemment, vous avez écouté notre podcast précédent, depuis le mois de février dernier, la région d'Esch-sur-Alzette, dans le sud de Luxembourg, vibre au rythme de son statut de capitale européenne de la culture. Esch 2022. Esch 22, Esch 2022, vous choisissez la formule que vous souhaitez. Enfin bref, c'est une véritable machine riche de plus de 2000 événements portés par plus de 130 partenaires. Et oui, avec plein de musique, des spectacles, de la danse, des photos, de l'expo, des installations, et pour tous les âges, les plus petits comme les grands. Alors cet événement va bien au-delà de la seule culture, même si elle est déjà dans ce contexte prise dans le sens large du terme. Mais peut-être que tu ne le sais pas encore, la Esch 2022 se veut être la première capitale de la culture dotée d'une charte de développement durable. Bah si Anne-Claire, je le sais, je fais les podcasts avec toi. Ah bah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette charte de développement durable? En fait, c'est une sorte de guide pratique de mode d'emploi qui s'appuie sur 6 piliers comme le tourisme, l'économie locale, le traitement des déchets ou encore la mobilité, et qui vise à proposer des solutions en matière écologique, économique et sociale. On est pile poil dans le cadre des 17 objectifs de développement durable du programme des Nations Unies. Et c'est pour ça que ça nous plaît aussi chez ACAM. Bah oui, bien sûr, tout a un fil directeur, mine de rien. On dirait pas comme ça. Mais si. Et dans le cadre d'Esch 22, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a apporté son soutien pour la mise en place d'une stratégie de durabilité. Et ce partenariat se matérialise entre autres par la mise en place de ELO, qui signifie maintenant en luxembourgeois. C'est en fait un consortium d'organisations et d'institutions qui s'engagent à rendre des événements et des projets culturels plus écologiques, plus socialement responsables et économiquement soutenables. C'est vraiment sympa et surtout que bien évidemment toutes ces initiatives et ces projets ne vont pas se terminer avec l'année de la culture. Beaucoup vont se prolonger au-delà de 2022 et auront évidemment un impact durable non seulement sur la ville d'Esch mais aussi dans la région et puis d'une manière plus générale seront probablement un exemple, une source d'inspiration pour les futurs organisateurs d'événements et de projets culturels. Oui, en tous les cas, on l'espère vraiment. Et ça nous plaît d'autant plus que la durabilité telle qu'elle est prônée par Esch 22, elle concerne pas uniquement l'environnement ou la protection des ressources, mais ça va un peu plus loin et ça touche aussi l'inclusion ou encore l'alimentation. Et ça m'intéresse. Tu m'étonnes. Mais c'est vraiment super. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les événements sont estampillés développement durable ou qu'il y a des démarches faites dans le sens d'une plus grande intégration des uns et des autres, y compris dans les habitudes alimentaires? En fait, c'est un peu tout ça à la fois et pour nous en parler, rien de mieux que de demander au spécialiste, j'ai nommé Mathieu Gillieron, qui est chargé de coordination en matière de développement durable et d'action climat d'Esch 22. Ouf, c'était long. C'était compliqué. Mais ça claque. Moyenne Mathieu. Bonjour Mathieu. Moyenne. Alors, chargé de coordination en matière de développement durable et d'action climat, Pétard, ça prend quand même pas mal de place sur une carte de visite ou comme signature mail. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce chargé? Quel est ton rôle au sein d'Esch 2022? Ouais, là, ça c'est sûr que c'est très très long. C'est même une blague, parce qu'en fait, sur certaines communications externes, ils raccourcissent et donc ils mettent responsable climat. Donc c'est raccourci. Ça fait beaucoup rire mes collègues parce que quand il y a du soleil, on me félicite et quand il pleut, on est moins content. Donc oui, non, le titre à rallonge comme ça, pareil, je suis pas spécialement fan, mais après je suis pas responsable de ça. Concrètement, moi ce que je fais, c'est vraiment l'aspect chargé de projet. C'est j'accompagne et je coordonne la mise en place d'actions durables et la mise en place de la stratégie durable au sein d'Esch 2022. Donc en fait, on a plusieurs porteurs de projets, 130, et on a aussi les projets internes qui sont gérés par les équipes Esch 2022. Et moi, je les accompagne, je les écoute, j'essaie de comprendre quelles sont leurs envies, leurs besoins, et j'essaie de trouver des solutions avec eux pour faire en sorte que justement nos projets, les projets Esch 2022 et nos événements soient plus durables, plus responsables, même si le terme responsable est toujours difficile à utiliser, à définir. Mais voilà, c'est un peu ça mon rôle, coordonner, accompagner et vraiment donner
une direction commune à tous ces événements et à tous ces projets. Chouette. Et donc, Esch 2022 se targue d'être la première capitale de la culture et de s'être dotée d'une charte de développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste exactement? Donc moi j'ai rejoint le projet Esch 2022, Capitale Européenne de la Culture, en novembre 2020. Et quand j'ai rejoint le projet, en fait, on m'a remis un paquet de feuilles virtuelles. Ah, ouf. Non, c'était en fait début 2020, deux habitants de la ville d'Esch, donc Michel Grévis et Valérie Klein, qui ont toqué à la porte un peu d'Esch 2022 en disant faut profiter d'Esch 2022 pour vraiment mettre en avant la durabilité, l'écologie, le social, et faire en sorte qu'un événement comme ça qui rassemble de nombreux acteurs intègre ces problématiques au cœur vraiment du projet et développe en fait des outils, des solutions. Et je pense que ça a emballé la direction, mais surtout ça a commencé en fait à dessiner un peu des idées. Ils ont organisé des groupes de travail durant toute l'année 2020, moi j'étais pas encore là, des groupes de travail thématiques sur l'alimentation, la production, la mobilité, des choses comme ça, avec différents acteurs du territoire, des acteurs associatifs, des entreprises, des acteurs culturels, personnes privées. Et ils ont vraiment commencé à dessiner un peu cette charte. Donc moi on m'a remis les comptes rendus des réunions, et on m'a remis un tableau un peu récapitulatif des différentes actions qu'on souhaitait appliquer. Et à partir de là, on m'a dit, est-ce qu'on n'essaie pas d'écrire une charte? Alors il faut savoir qu'entre-temps, le ministère s'est greffé au projet, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et a soutenu le projet pour qu'il y ait une personne à temps plein qui soit embauchée, à savoir moi. D'accord. Et qui a fixé des objectifs qui allaient au-delà d'Edge 2022, justement. De faire en sorte que ce qu'on développe dans le cadre d'Edge 2022 ait un impact positif sur le long terme. Et c'est la base de la durabilité, ça, comme son nom l'indique. Il faut que ça dure dans le temps. Donc là, première mission, c'était de définir cette charte qui a été écrite donc en novembre 2020, présentée le 15 décembre. Avec du recul, moi je l'aime beaucoup la charte, ça reste une charte. C'est un document papier qui, même s'il est factuel, même s'il donne des orientations précises, c'est très beau de donner un papier, mais pour que les gens l'appliquent derrière, c'est compliqué. Donc la volonté qu'on avait, c'était vraiment d'aller au-delà de cette charte et d'accompagner, de développer des outils pour accompagner. Je vais donner un exemple très simple, si on te dit qu'il faut utiliser de la vaisselle réutilisable sur tes événements, et plus de la vaisselle jetable en plastique ou en carton, même biodégradable ou compostable. Ça n'a pas de sens si la solution n'existe pas. Donc l'objectif, c'est de travailler aussi avec les différents acteurs pour retrouver une solution pérenne, une solution qui réponde aux besoins de tous, que chacun fasse pas quelque chose dans son coin, et de faire en sorte que voilà, cette solution se développe. Et donc c'était ça un peu notre volonté, c'était vraiment d'accompagner le développement de différentes solutions au travers d'H 2022, au travers des différents projets, donc c'est un peu ça. Donc oui, une charte, évidemment, pour cadrer, pour donner une direction commune. Mais au-delà de la charte, c'est ce qu'on a développé derrière, à savoir ELO, qui vraiment symbolise l'action H 2022 et qui sera vraiment l'héritage. Je fais des guillemets, mais vous ne pouvez pas le voir, c'est un podcast. Mais qui sera l'héritage de H 2022, c'est ELO. Mais alors, qu'est-ce qui se cache maintenant derrière ELO? ELO, ouais, exactement. Voilà, ELO, en fait, c'est un projet qu'on a commencé justement donc à développer réellement début 2021, avec cette idée vraiment de comment on pouvait accompagner les porteurs de projets, les organisateurs d'événements au quotidien, sans avoir à être un standard téléphonique. Parce que le souci, c'est que pendant longtemps, je recevais des mails, je répondais à des questions, et puis quelqu'un d'autre m'appelait, je répondais à une autre question. Et c'est vrai que tu te rends compte que souvent, c'est la même question qui ressort. Tu dis, je vais peut-être simplifier la démarche et dire, plutôt que de m'appeler, il y a l'information là et vous n'avez plus besoin de m'appeler. Pas que j'aime pas parler aux gens, mais c'est juste que quand tu as 130 porteurs de projet, 130 fois répéter la même chose, voilà. Ça prend du temps. Exactement. ELO, c'est d'abord un nom, donc maintenant, ça veut dire maintenant luxembourgeois, et c'est la création de Irina Moons, qui est une artiste luxembourgeoise de grand talent, échoise, de grand talent, qui en fait, on avait convié plusieurs agences créatives à pitcher, mais à l'époque, on avait juste évoqué l'idée, c'était vraiment une ébauche on veut faire un guide durable, on veut apporter des réponses, on veut accompagner, on veut communiquer. C'était pas très précis, je me souviens. Mais parce que c'est ça aussi, l'idée du pitch, c'est de laisser un peu de la liberté, quoi. Et je me souviens, donc on avait 4 agences qui ont pitché. Sur les 4, il y en a 2 qui nous ont présenté des trucs... Quand on a vu ça, on était là, waouh. Il y en a une, donc c'était Irina et Maïda, sa collègue de Hamgrown à l'époque, qui nous ont présenté, en fait, ELO, tout de suite, le nom ELO, avec le logo. Et on était là, ah ouais, non, mais là, c'est fini, quoi. Moi, je m'imagine pas faire autre chose que ELO, quoi. C'est parfait, quoi. Ça correspond exactement à ce que je veux. Donc c'est parti de là, voilà, c'est Irina ELO qui a fait l'identité graphique et ces 6 petits personnages. Nous, on avait déjà défini donc les
les catégories, les critères, on va dire les piliers du développement durable sur lesquels on veut travailler. Mais Irina a vraiment défini l'identité graphique, le nom Elo. Et ensuite, il y a eu l'agence Fame Studio, donc Livia et Delphine, qui ont fait tout un travail aussi de formulation pour trouver toutes ces petites taglines. Donc, agir mieux maintenant, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc Elo, c'est cette identité graphique qu'on aime beaucoup, qu'on essaie vraiment d'utiliser au maximum. Et puis ensuite, Elo, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement un réseau d'acteurs et de solutions durables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Edge 2022 se construit autour de 130 porteurs de projets et de nombreux partenaires, que ce soit des communes, que ce soit des acteurs privés, que ce soit des entreprises, des associations. Chacune, à leur niveau, ont des événements, mais ont aussi des solutions, des choses qu'ils appliquent déjà. Et je pense que la base de la durabilité, en fait, c'est de partager. C'est le partage. Ouais, c'est ça. C'est mettre en commun exactement. Et donc, des expériences. Exactement. Partage d'expériences, partage de savoir, partage d'outils. Moi, je dis toujours, il faut arrêter de réinventer la roue à chaque fois. Quand tu penses un projet, t'investis du temps, t'investis de l'argent, t'investis de l'énergie. C'est bête de se dire qu'à la fin du projet, tout ça est perdu. Et puis surtout, c'est bête de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va réinvestir ce temps, cet argent et cette énergie pour faire la même chose que tu as fait. Donc ça part de ce constat très simple, qui vient pas de moi, je veux dire, c'est quelque chose d'assez connu maintenant. Je veux dire, quand tu penses à un événement, tu te poses la première question que tu vas te poser, si tu veux faire de manière efficace, surtout si tu es en temps de crise où peut-être l'argent est plus difficile à trouver, tu vas te dire, est-ce que je peux pas le faire de manière... on peut pas me prêter, est-ce qu'on peut pas partager des bonnes pratiques, faire des échanges, voilà. Et donc c'est parti de là. Donc Elo, c'est ça, c'est ce réseau, et ça se matérialise en fait par le site elo.lu qui lui est le guide dans le sens comme un livre quoi. Et l'idée c'est que quand tu veux organiser un événement, organiser un projet, travailler sur un projet, tu peux te connecter sur le site internet. En fonction des problématiques que tu souhaites aborder, tu peux consulter les fiches thématiques qui vont déjà un peu orienter ta réflexion, t'amener peut-être à questionner ton projet. Et puis ensuite, si tu veux t'inspirer, il y a les cas pratiques. Les cas pratiques, là, ça va vraiment être des actions qui ont été appliquées sur des événements, testées, qui ont des retours et qui fonctionnent. Je veux dire, je veux pas mettre quelque chose qui fonctionne pas. Ou alors, si ça fonctionne pas, on va surtout dire qu'est-ce qui a pas fonctionné et pourquoi faut pas le faire. Ça peut être intéressant pour mettre en garde. Mais par contre, on va surtout mettre en avant ce qui fonctionne, ce qui est appliqué sur le territoire et ce qui est une réelle réponse. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui... On parle toujours de greenwashing. Greenwashing, c'est cette idée que pour cacher la misère, tu vas mettre en avant ce que tu fais et que ce que tu fais n'a pas réellement un impact important. Quand on parle de durabilité, quand on parle d'écologie, ce qui a le plus d'impact, c'est ce que tu vois le moins. Sur un événement, ce qui va avoir vraiment de l'impact, c'est l'énergie que tu vas consommer, c'est la manière dont tu as fait ton événement. Je donne un exemple très simple. Quand tu vas sur un concert, tu ne penses pas au déplacement du groupe qui est venu à ce concert, à toute la technique qu'il y a autour. Tu ne penses pas à ça quand tu es sur ton événement. Et ça, c'est cet impact-là qui est essentiel. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Mais ça, derrière, si demain, tu vas sur un événement et que cet événement a fait en sorte de travailler avec des acteurs locaux, des prestataires locaux, de peut-être avoir utilisé la technique qui était sur place plutôt que d'amener une technique, des choses comme ça, toi, tu n'es pas au courant. En tant que visiteur, tu fais pas la différence entre un événement où le matos est arrivé des États-Unis par avion, il arrive ce soir, il repart demain pour aller en Irlande, entre un événement qui en fait utilise le matos sur place et voilà. Toi, en tant que visiteur, tu n'as aucune idée de tout ça. C'est ces choses-là qui sont essentielles et c'est ces choses-là qu'il faut aussi mettre en avant. Et c'est pour ça que les cas pratiques, les fiches thématiques et la communication sont essentielles. Et la communication, pour ça, on a développé des totems qu'on vient construire sur les différents événements. Et en fait, sur ces totems, on a des ronds amovibles qui sont aimantés. Et en fait, sur ces ronds, il y a des actions qui sont marquées. Et en fait, quand le rond est affiché, c'est-à-dire que l'action est réellement appliquée. Parce qu'on va être transparent aussi. On va trop souvent sur des événements où on te dit on a ce label, on a cette certification. Ça fait bien. Et tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait. C'est très bien d'avoir la certification, c'est génial, félicitations, bravo. Mais tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas ce que ça implique. Nous, on veut être transparent aussi, on veut accompagner dans la communication claire et précise. Puis au-delà de la transparence, ça permet aussi la prise de conscience du Exactement. visiteur. Parce que tu viens de le dire. Le visiteur ne se rend pas forcément compte de ce qui est mis en place. Le fait de le matérialiser quelque part, c'est « Ah, tiens, ça, j'y avais pas pensé. » Et voilà, il a fallu quand même le repenser pour le rendre le plus durable possible. Ouais, exactement. Moi, je repense aux francopholies qui ont eu lieu récemment à Esch. Il y a des petits trucs très intéressants sur les francopholies que les gens n'ont peut-être pas fait attention et qu'on retrouve aussi sur les totems. C'est que par exemple, au niveau de la communication, sur les totems, nous, on n'a mis aucun logo d'événement, aucune date. Parce que quand tu fais une communication et qu'il y a une date dessus, ça veut dire qu'il y a une date de péremption. Pas réutiliser ça à l'infini. Ou alors si, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu
tes visiteurs ou même toi, ton équipe peut être un peu perdu parce qu'ils se disent attends, pourquoi on réutilise les francopholies 2022 alors qu'on est en 2023 ou inversement. Ce qui est intéressant avec les francopholies, c'est que par exemple, ils avaient des panneaux de signalétique qui ne sont pas floqués, il n'y a pas de logo dessus, il n'y a pas marqué francopholie, il n'y a rien. Ils ont des toilettes sèches. Des toilettes sèches non chimiques qu'ils ont fait produire, il n'y a pas le logo des francopholies dessus. Parce que l'idée, c'est de pouvoir les utiliser sur d'autres événements. S'il y a les logos des francopholies dessus, et tu vas retrouver ça sur un autre événement, tu vas être là, mais ok, en soi, c'est pas gênant. Mais on sait très bien que sur certains événements, ils vont pas afficher le logo d'un autre événement. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça cet intérêt, c'est aussi de se dire comment tu peux penser tous ces éléments. Et les francopholies sont un exemple parfait. Quand ils ont pensé à leur stratégie de communication, ils se sont dit on va faire des éléments réutilisables, sans logo. Et comme ça, on peut les utiliser sur différents événements sans s'embêter à les refaire à chaque fois. Ce qui, quelque part, est un peu audacieux, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance, ou on avait jusqu'à présent tendance à tout... Brander. Voilà. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est très intéressant et c'est ça aussi qui fait peur à certains, c'est que ça demande de repenser un peu ton métier. Je prends l'exemple des Eco-Cups. Les Eco-Cups, c'était devenu un outil marketing. Les gens collectionnent les gobelets. Tu fais le Hellfest 2019, 2020, enfin il y en a qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas retrouver des mecs qui ont des Eco-Cups de tous les Hellfest. Ok, génial, trop bien. Enfin, je sais pas, je prends l'exemple des Hellfest, je sais pas comment ils font. Dans ce cas-là, ça veut dire que tous les ans, tu dois reproduire ton gobelet. Sauf qu'un Eco-Cup, une Eco-Cup, un gobelet comme ça réutilisable, sans rentrer dans les chiffres, parce que c'est voilà, mais il faut l'utiliser à peu près 7 fois pour que son impact soit moindre qu'un gobelet jetable. Parce que ça reste du plastique. C'est pas le même plastique, mais ça reste du plastique, ça reste de la pétrochimie la plupart du temps. Puis surtout, c'est quelque chose qu'il faut laver, qu'il faut stocker, qu'il faut sécher, et qu'il faut acheminer, qu'il faut tout un truc. Si tous les ans tu dois refaire tes gobelets, j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, c'est pas dans une démarche responsable, tu es simplement dans une démarche marketing. Donc l'idée, c'est déjà de dire on va arrêter d'utiliser les Eco-Cups comme ça. On va tous utiliser les mêmes Eco-Cups, on va arrêter de s'embêter, on va juste mettre tout en commun, on va utiliser les mêmes Eco-Cups, on va pas l'utiliser comme outil marketing. Certaines personnes vont se dire ah oui, mais attends, non, moi je veux faire mon logo, je veux faire machin. Je fais oui, mais dans ce cas-là, ça c'est pas durable, c'est pas le but. Ta communication, tu peux la faire autrement. Si tu as besoin des Eco-Cups, alors après, voilà, il y a certains projets qui vont me dire oui, mais l'Eco-Cup, ça va être un objet artistique, ça va être... Explique-moi dans ce cas-là, dis-moi, c'est vraiment... L'Eco-Cup a vraiment une portée artistique, a vraiment un objectif, ça va être très bien. Mais si c'est juste pour boire, prends un Eco-Cup standard et n'utilise pas... Mais ça veut dire qu'il faut repenser aussi un peu ta manière de faire les choses et certaines personnes, c'est compliqué de devoir... Mais c'est là-dessus aussi qu'on veut les accompagner. Donc à mi-parcours d'Esch 22, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui a été mis en place, qui a plus ou moins bien fonctionné, pour que cet événement soit un peu un exemple de durabilité? Est-ce qu'il y a des nouvelles actions qui sont prévues pour la seconde partie de l'année? C'est toujours compliqué de répondre à ça parce qu'en fait, déjà je peux pas avoir la prétention de dire ça a marché, ça n'a pas marché, et puis surtout en fait, moi je suis pas porteur de projet, donc c'est les porteurs de projet après qui sont libres de chacun faire ce qu'ils veulent. Et il y a des porteurs de projet qui ont fait des choses incroyables, honnêtement, il y a des porteurs de projet qui ont mis en place des actions géniales. Tu aurais un petit exemple à nous donner? Non, mais oui. Pour qu'on imagine. Je vais prendre un exemple moi, qui me plaît beaucoup. Donc, on a déjà parlé des Franco, ça tout le monde connaît. Les Niva Culture, ils font des choses incroyables. Il y a plein d'autres projets, mais par exemple, je prends Hidden Sessions. Hidden Sessions, les gens connaissent peut-être pas. C'est un projet qui va être sur 4 dates différentes. À chaque fois, c'est dans des lieux un peu qui sortent de l'ordinaire. Et le dernier événement en date, c'était à La Sauvage. C'était dans cette église à La Sauvage. Et en fait, c'était une soirée électro en mode silent disco. Ce qui est intéressant avec Hidden Sessions, c'est que quand ils m'ont contacté la première fois il y a quelques mois, ils m'ont dit donc on va faire ces 4 événements. On a envie vraiment d'inclure les éléments durables, de faire en sorte que cet événement soit durable, soit responsable. C'est Léa qui s'occupe de ça chez eux et qui est quelqu'un d'hyper engagé dans ces questions-là. Mais en fait, c'était trop bien parce qu'ils étaient à l'écoute de tout. Ils voulaient savoir. Et donc en fait, j'ai partagé avec eux des idées. Ils m'ont partagé à leur tour des idées. Et en fait, on voit une évolution. Moi, ce que je trouve hyper intéressant de mon point de vue, et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'en fait, ça fonctionne dans le sens où sur certains événements, on va retrouver les mêmes actions, on va retrouver les mêmes solutions. Et qu'en fait, les gens font un peu confiance et se disent « Ok, ça a marché là, l'impact est réel, je vais le faire chez moi. » Et voilà, quand tu vas avoir des événements qui vont se poser la question de comment traiter le problème des mégots. Les mégots, c'est un gros problème sur les événements. Fumer, c'est mal, on est d'accord là-dessus, mais tu peux pas dire aux fumeurs arrêtez de fumer. Il faut trouver une solution aux mégots. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et je trouve que là-dessus, au Luxembourg, on a 2-3 solutions qui existent dans la manière de collecter les mégots, dans la manière de les retraiter, de les recycler, de les revaloriser, même si c'est très compliqué de revaloriser le mégot parce que c'est un déchet toxique et que même si tu le revalorises, ça reste quand même, si tu discutes avec les papes de l'économie circulaire, c'est pas le truc qu'il faut faire, mais bon, en l'occurrence, il y en a qui arrivent à les réutiliser de manière responsable et intelligente. Voilà, donc on va avoir 2 exemples. Par exemple, les francopholies qui vont utiliser comment il s'appelle, fungi, pure fungi, qui sont ces champignons qui vont manger le mégot et qui vont le digérer
et le retransformer en un nouveau matériau qu'on peut utiliser, qu'on peut modeler, mais aussi Scheim Luxembourg qui sont utilisés par exemple pour Hidden Sessions. Donc là ils mettent les cendriers Scheim et il y a un côté voilà, où tu peux mettre ton mégot et le Scheim ensuite les recycle, les retransforme pour en faire du mobilier urbain. Ben voilà, ça c'est deux solutions qui sont là au Luxembourg. Donc t'embêtes plus à chercher. Ça existe, ça fonctionne, ils ont l'expérience. T'organises ton événement, tu vas les voir, ils te mettent ça à disposition, ça prend pas longtemps, c'est facile à faire. Fin de l'histoire. Cherche pas plus loin. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Nous, un des gros projets sur lequel je travaille et où j'aimerais vraiment que ça soit plus naturel, mais c'est pas encore le cas, c'est l'aspect alimentation. L'alimentation, c'est super compliqué en fait. Parce qu'on se rend compte que tu as beau vouloir mettre en place des produits de saison issus d'une agriculture responsable. Je mets les guillemets aussi parce que c'est toujours, ils ne voient pas, mais agriculture responsable, c'est toujours des produits de saison, mais agriculture responsable, bio, qui soient locaux. Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a peu d'événements qui le font vraiment parce que les prestataires ne le font pas en fait. Et que tu vas te retrouver sur un événement à manger un produit typiquement luxembourgeois, comme je vais le prononcer très très mal, donc il faudra me corriger, une Gromperol qui cherche. Voilà. Mais en fait, tu vas te rendre compte que la pomme de terre qui est dedans n'est pas une pomme de terre luxembourgeoise. En soi, c'est pas dramatique. Elle vient d'Allemagne. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas non plus très bon. Mais la pomme de terre, c'est quand même un produit national, je veux dire. Et surtout, tu le communiques pas aux gens. Les gens vont penser que parce que c'est une grande perruque chercheur qui a un plat typiquement luxembourgeois, bah, ils s'attendent à ce que la pomme de terre soit luxembourgeoise. Voilà. Bah, c'est un exemple parfait de te dire non, c'est pas le cas. Donc nous, il faut aussi qu'on puisse accompagner et faire en sorte que sur les événements qui font l'effort justement de travailler avec des produits luxembourgeois, des produits issus d'une agriculture responsable, pas industrielle, puissent le communiquer et mettre en avant. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment que ça soit plus... Alors ça, pour le coup, très honnêtement, là, si je suis transparent, ça a été pas un échec, mais on n'a pas réussi encore à trouver la meilleure manière de le faire et on n'a jamais trouvé vraiment les partenaires avec qui ça a marché. Mais d'être complètement transparent sur l'origine des produits. Je vais prendre un exemple très simple, le Remix Opening, la soirée de lancement d'Edge 2022. On travaillait avec un prestataire très très bien, Monsieur Laurent. C'est un traiteur, le traiteur de Niord. Et ce qui avait été intéressant, c'est que le premier menu qu'il nous avait envoyé, très très bon au demeurant, mais par exemple c'était risotto au saumon. Et je dis oui, mais le saumon, c'est pas d'ici. Tu vas pas trouver du saumon luxembourgeois. Même si, grâce au Made in Luxembourg, tu vas trouver des sushis luxembourgeois. C'est pas du saumon luxembourgeois. Donc il a changé, il a fait du risotto à la truite déjà. Ça reste un poisson, mais la truite par rapport au saumon, c'est déjà moins. On va la chercher moins loin. Voilà, c'est une agriculture qui est moins. Pisciculture, moins agressive. Donc voilà, j'étais déjà content qu'il change. Deuxième chose, c'est que par exemple, il a fait un truc que je trouve hyper intelligent et qu'on fait jamais assez, c'est que au lieu de faire son menu et de dire ok, j'ai mon menu en tête et je vais acheter les produits pour mon menu, en fait, il est allé voir son producteur de légumes à Bastogne, donc 70 km d'ici, en février, donc pas la meilleure saison pour avoir des légumes cool, et il lui a dit qu'est-ce que tu as à me proposer là? Alors bien sûr, d'un seul coup, le menu c'était plus des courges et tous ces cucurbitacées, comme on dit. Donc c'est sûr que d'un seul coup, le menu était peut-être moins excitant, mais en fait, il était de saison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que c'est moins excitant que pas une salade de fruits avec de l'ananas ou des produits exotiques, quoi. Mais quand on sait travailler les ingrédients, on peut aussi faire des choix. Voilà, ça peut être tout à fait excitant. Évidemment. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme Grand Copain Kitchen. Voilà. Il a adapté son menu en fonction des légumes de saison qu'on lui a proposés. Il a travaillé à l'envers. Voilà. Par rapport à ce qu'on fait et comme tu dis, c'est travailler à l'envers, alors qu'en fait, ça devrait être travailler à l'endroit. Exactement. Ça devrait, tu sors de chez toi, tu vas dans ton jardin. Non, on n'a pas tous un jardin, surtout au Luxembourg. Moi, j'ai pas de jardin. Mais qu'est-ce que je peux trouver chez mon primeur? Qu'est-ce que je peux trouver là de saison? Et ensuite, je me dis, je fais mes menus. On le fait jamais comme ça. C'est dommage, oui. Ça demande de l'organisation. Mais peut-être que c'est parce qu'aussi, il faut inverser la vapeur, je dirais, collective. Et c'est une transition. On ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens, voilà, hop, on a fait comme ça, et maintenant, hop, on fait autrement. Il y a un temps d'adaptation de la part de tous les acteurs. Et ce qui est drôle, c'est que quand ils réfléchissent, c'est comme ça qu'on faisait avant. Évidemment. Enfin, comme ça qu'on faisait avant. Moi, je ne faisais pas comme ça avant, parce que je n'étais pas né. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles... Non, mais quand tu parles avec les grands-parents, voilà, les grands-parents, les arrière-grands-parents, que tu leur demandes, ils t'expliquent, ouais, c'est comme ça que je faisais. Je fais, pourquoi tu fais plus maintenant comme ça? Pourquoi tu fais plus comme ça maintenant? En fait, c'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a ce truc de... L'industrialisation a fait qu'on a perdu complètement ce réflexe et qu'on est allé dans la facilité qui est aujourd'hui de dire je vais faire mes courses et en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, je vais faire un menu. Et on veut un peu tout à tout moment de l'année. Voilà. En fait. Il y a plus... Même si on se dit on va manger de saison, mais finalement on mange plus un peu d'ananas. Par moment, c'est très très bien d'ouvrir son frigo et de dire qu'est-ce que je vais cuisiner quand tu dois finir tes plats, quand tu dois finir ce que tu as dans ton frigo. Mais si dès le début tu te dis je vais faire mes courses, en fonction de ce que je trouve, je fais mes menus, c'est top, quoi, c'est génial.
Alors d'ailleurs, la question qui me vient maintenant, c'est comment a réagi ou comment réagit encore le public à tout ce qui est proposé. Inversement, est-ce que, puisque c'est, on le rappelle, un événement qui a été créé avec les gens localement, est-ce que vous avez reçu des propositions, des idées, des suggestions? Là, tu as parlé, bien sûr. Tu as parlé du traiteur, mais j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres. Tu peux pas... Bien sûr, c'est tout le but. Je veux dire, ça serait complètement hypocrite et contre-productif de dire que non, c'est que mes idées à moi et ça s'arrête là, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, le moins j'ai à le faire, le mieux c'est pour moi, quoi. Non, mais... C'est avoué. Non, mais c'est vrai. Quand tu vas sur un événement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir comprendre aussi. Déjà, tu es sur cet événement, qu'est-ce qui, selon toi, a été fait de manière... Qu'est-ce qui est fait sur cet événement? Déjà, est-ce que tu as remarqué des choses? Quand tu discutes, j'arrive, je sais pas, ils ont les gobelets. Ouais, génial, les gobelets. Et là, tu t'engages le dialogue, tu dis, mais oui, mais justement, est-ce que les gobelets, tu t'es posé la question, pourquoi les gobelets ne sont pas marqués Francophonie 2022? Je reprends toujours l'exemple des Francopholies parce que ça parle aux gens, c'est facile. Pourquoi c'est pas marqué Francophonie 2022? Ah ouais, c'est intéressant, c'est vrai que c'est pas marqué 2022. Je suis, parce qu'ils peuvent les réutiliser tous les ans. Ah ouais, c'est pas bête. Je suis, ouais, c'est pas bête. C'est ça le point de départ. Et puis surtout, comme tu dis, tu vas avoir cet échange qui va se créer, et puis ensuite, d'un seul coup, le mec va dire, ah ouais, mais pourquoi ils font pas ça aussi? Mais c'est ça devient intéressant. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça? On va essayer de trouver la raison pour laquelle ils font pas ça. Puis surtout, est-ce que toi, tu as quelque chose à me proposer dans ce sens-là? Est-ce que toi, tu as une idée en tant que... Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand il y a l'échange qui se crée et quand il y a ce partage. Moi, j'adore vraiment quand tu as un porteur... J'ai encore un porteur de projet. Ce matin, on avait une réunion avec lui, Nomadic Island. Super projet, top, incroyable. Ça va durer 3 semaines. C'est 11 artistes en résidence. C'est dans un lieu un peu sauvage. Et ça tourne vraiment autour de ces questions de durabilité. C'est vraiment un super projet que je vous invite à aller voir. Et Gianfranco, le porteur de projet, un type génial, on a échangé plusieurs fois cette année. Et en fait, c'est drôle, mais récemment, il y a l'EBL. Donc, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. C'est cet organisme luxembourgeois qui accompagne aussi différents porteurs de projets sur les questions d'environnement, qui a lancé Good Geschirr. Good Geschirr, c'est bon outil. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle tu peux te connecter en tant que personne, donc n'importe qui peut se connecter, et tu peux louer des outils. Tu peux louer des outils gratuitement. Et eux, ils récupèrent des outils à droite à gauche, et en fait, toi, en tant qu'individu, tu peux les emprunter. Et Gianfranco, il y a quelques semaines, il nous dit « Ouais, j'ai encore des galères pour trouver des outils. » Et je fais « Génial, ce truc est sorti il y a 2 semaines. » Et il a vu ça, j'étais là « Mais parfait, parfait !» Parce que, voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc... Et plus on sera à l'utiliser, plus ils auront d'outils. Parce que toi, tu vas dire, ah non, mais moi j'ai des outils chez moi, j'en ai pas besoin, je vous les ramène. Il faut savoir que tout le monde a une perceuse chez lui. Et on s'en sert une fois par an. Voilà. Et encore. Mais ça ne sert à rien. Non, mais voilà. Donc, c'est le principe de la circularité et du partage. Oui, mais sans mettre des mots compliqués dessus, c'est simplement le principe de la logique, j'ai envie de dire. Quand tu as un truc qui est gratuit, qui fonctionne et qu'on peut te mettre à disposition, tu vas pas t'embêter à l'acheter. Et c'est déconstruire tout un modèle qui est ce concept de propriété privée. Voilà. Mais là, ça devient intéressant quand tu as des porteurs de projets qui me disent « Ah ouais, en fait, si. Quand on me parle de ce projet-là, que moi, dans ma tête, je me dis « Ok, je vais le partager à tout le monde. » Et que tu en as 10 dans l'heure qui te répondent en me disant « Trop bien, c'est ce que je cherchais. » Je dis « Génial, génial, c'est comme ça que ça fonctionne. » Franchement, moi, les gens de temps en temps me disent c'est trop bien ce que tu fais, c'est hyper compliqué. Je dis non, c'est vraiment pas compliqué, c'est du bon sens par moment. En fait, le bon sens. C'est parfois ce qu'on a perdu. Voilà. Et donc, par moment, j'ai l'impression d'être un imposteur et de me dire mais non, mais attends, c'est franchement, par moment, j'ai l'impression de faire vraiment des trucs. Mais en fait, non. C'est juste que les gens oublient ces choses-là. Tu redonnes du sens en fait. Je sais pas si je sais pas ce que je fais. Mais... Alors, on peut peut-être leur donner un petit coup. Je vais paraître pour quelqu'un d'hyper présomptueux et tout, mais alors comme pas du tout, quoi. J'essaie d'être. Mais je trouve que non, ouais, pardon. On peut peut-être leur donner un petit coup de pouce. EBL. Alors, je vous prie de bien vouloir excuser, même si j'ai la double nationalité, mon accent aussi est déplorable. Ma prononciation, mais c'est un Welt Berodung Lotzebuerg. Qui est une ASBL et qui est à Luxembourgville. Donc vous pouvez la consulter sur leur site www.ebl. Ils ont un autre projet qui est génial et que vous pouvez même voir sur Hello déjà, qui est le Grain Web. En fait, ils font l'analyse des sites internet pour voir si ton site internet est responsable, parce qu'il faut savoir qu'un site internet consomme de l'énergie et que tu peux fortement réduire cette consommation énergétique de manière assez simple en faisant quelques ajustements. Et eux, ils font l'analyse pour toi. Ils font ça avec la Fondation Autisme qui fait l'analyse pour toi. Après, tu as un rapport, et en fonction de ta note, tu peux afficher ou pas le logo. Donc nous, pour le site Hello, on a fait des efforts, parce qu'on a 82 sur 100, ce qui est quand même 30 points au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne nationale ça doit être pas mal déjà. est à 53%. Bon, on a un petit site internet, on va pas se mentir. Mais par exemple, il y a des choses très simples, c'est qu'on n'a pas de vidéo, on n'a pas de trucs qui bougent,
On n'a pas d'images qui bougent, on n'a pas de trucs qui défilent, on a utilisé des couleurs assez simples. Mais par exemple, même sur le format des images que tu utilises, en fonction du format que tu vas utiliser pour tes images, l'impact, la qualité va être la même, mais par contre, le poids ne va pas être le même. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles eux, ils peuvent t'accompagner. Là, les choses sur lesquelles nous, par exemple, on doit travailler, mais ça, il faut faire appel à quelqu'un qui rentre dans le code du site internet, c'est au niveau du code. Ça, moi, je peux pas, j'ai pas les compétences. Mais c'est sûr que si on voulait améliorer, il y a quelque chose à faire. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple. Grindweb aussi. Les Francopholies ont leur site certifié, et je crois que la CUFA aussi a encore le site certifié. Il faut chercher le petit logo souvent en bas. Voilà. Intéressant. Ouais, super, on ira faire un tour. Oui, puis on est content de leur faire un petit coup de pouce. Alors Mathieu, on arrive à la fin de ce podcast et on aime bien inviter nos auditeurs à un peu agir. Alors on aimerait savoir un petit peu si tu avais des choses auxquelles on pourrait les rendre attentifs pour avoir un comportement un peu plus durable sur les événements, alors aussi bien sur les événements d'Edge 22, mais de manière générale sur tous les événements culturels. Ouais, alors moi je vais d'abord dire une première chose et c'est pas contre vous du tout, parce que voilà, je veux pas... Mais, j'espère bien. Mais il y a un truc qui moi me chagrine toujours un peu, c'est qu'il faut arrêter de faire peser le poids sur le citoyen. Alors, parce qu'en fait, le souci, c'est que le citoyen, il subit beaucoup. C'est vrai. En tant que citoyen, on subit beaucoup. Quand tu veux mieux consommer, quand tu veux mieux manger, t'as beau faire tous les efforts que tu veux, à la fin, c'est souvent une question de temps, une question d'argent, une question d'accès. Si on ne te donne pas accès à de la bonne nourriture, aux bons aliments, si on ne te donne pas accès à des bons aliments à des prix corrects, et qu'on ne te donne pas le temps d'aller faire tes courses, tu auras beau mettre tous les efforts que tu veux, tu vas te retrouver à commander en ligne sur Auchan et à te retrouver avec des trucs où tu ne sais pas vraiment ce que tu commandes. Je trouve que c'est trop facile et souvent c'est les différents gouvernements successifs, mais pas qu'au Luxembourg, dans tous les pays, font souvent peser ça sur le citoyen. Et je trouve que c'est un peu facile. Tu prends l'exemple d'un événement, tes visiteurs, ils seront respectueux si tu leur permets d'être respectueux. Si tu leur mets des cendriers, des poubelles de tri, bah, ils peuvent trier, ils peuvent... Après, s'ils le font pas, c'est autre chose. Ça, il faut voir comment tu peux faire en sorte qu'ils trient mieux. Mais déjà, de base, si tu leur permets pas de trier, de mieux jeter leurs déchets, voilà. Et puis si simplement tu fais en sorte qu'ils aient pas de déchets, bah, c'est toi qui vas faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. C'est vrai. Sur un événement, tu vas faire ça. Si tu mets ton événement à Pétaouchnok et que tu peux pas y accéder par la gare, c'est-à-dire que tu es obligé de venir avec ta voiture individuelle, bah dans ce cas-là, c'est de ta faute. C'est les inciter, tu vas pas dire à ton gars, à ton visiteur, mais maintenant prends le vélo, ça va te mettre 1h30 aller, 1h30 retour, et on finit à 2h du matin. Et prends ton vélo, viens pas en voiture. Non, il faut faire en sorte que ton événement soit accessible en transport en commun. C'est des choses toutes bêtes. Donc ça, c'est le premier élément. Après, au niveau des citoyens, moi je pense que le plus important, c'est franchement partager, quoi. C'est tout bête, mais partager les trucs. Discutez avec vos voisins, discutez avec les gens, comprenez aussi qu'est-ce que chacun peut apporter à l'autre. Tu peux pas avoir des compétences en tout, tu peux pas avoir des connaissances en tout, tu peux pas avoir tous les outils chez toi, ça sert à rien. L'échange. Moi, j'ai aucune compétence en jardinage. Et mon rêve, c'est le jour où j'ai un jardin, d'avoir un petit potager. Et bah, le jour où j'ai besoin de faire un petit potager, je vais demander aux gens qui ont un potager, je vais leur dire comment t'as fait. Parce que déjà, j'ai pas le temps de lire tous les bouquins, d'apprendre de faire des cours de potager, de regarder des vidéos, de faire des tutos de permaculture. Voilà, de permaculture. Non, mais j'ai acheté un bouquin de permaculture parce que j'adore ça. J'ai très envie. Mais le truc, c'est que j'étais là. Déjà, j'ai pas de jardin. Donc, ça complique un petit peu la tête. J'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon. Donc non, je veux bien moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain j'ai un jardin, bah, la première chose que je vais faire, c'est aller voir les gens qui ont un jardin, leur emprunter leurs outils, créer mon jardin. Et voilà. Mais je veux dire, je vais pas mettre la charrue avant le bœuf, acheter tout le matos, dire allez maintenant je suis jardinier, je vais faire un truc de fou, alors qu'en fait j'ai aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc partagez, échangez et apprenez. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en disant c'est pas contre nous, c'est un message qu'on a déjà passé à plusieurs reprises dans nos podcasts, cette notion que on ne peut pas faire porter tout, peser tout sur le citoyen lambda, que à la fois nos institutions, nos organisations doivent aussi montrer le chemin, et que tu l'as parfaitement dit, c'est compliqué aujourd'hui encore d'amener les gens vers de la durabilité tant qu'on n'aura pas mis ça en valeur et mis l'accent là-dessus sur les prix, sur l'accessibilité, sur la facilité et sur le fait que ça devienne quelque chose de normal, de standard. Et je pense qu'en tant que citoyen, il y a des choses sur lesquelles on doit agir. Déjà, c'est voter, on a ce pouvoir-là. Ensuite, on est consommateur. En tant que consommateur, tu as un pouvoir. Si on t'offre les possibilités de changer, par contre, et que tu ne changes pas, là c'est autre chose. Mais voilà, ta responsabilité, elle est là. On me dit toujours, quand je discute avec les gens, on fait oui, mais moi, je ne peux pas prendre le train. En plus, les trains, en ce moment, au Luxembourg, c'est toujours compliqué. Mais là-dessus, oui, tu ne peux pas dire aux gens, arrêtez de prendre la voiture individuelle et ne pas mettre à disposition des gens les outils pour ne plus prendre la voiture individuelle.
Ça, c'est toute une question de mode de vie. Il y a ce projet magnifique, à chaque fois, je ne sais pas comment l'appeler, j'oublie toujours, je crois que c'est les villes 15 minutes ou les villes 20 minutes. Oui, un quart d'heure exact. Voilà. J'en ai entendu parler. Tout est à un quart d'heure à pied de chez toi. Oui, ton travail, ton lieu de sport. Exactement. Alors, je crois qu'il y a à Nantes un quartier qui est développé comme ça, je ne sais plus très bien où, mais ça fait rêver, surtout au Luxembourg. T'imagines? Alors oui, ça veut dire que tu dois un peu changer ton mode de vie, parce que en fait, je crois qu'il y a un truc, c'est qu'on a perdu cette notion du temps, on a perdu cette notion de la valeur du temps. On oublie trop souvent qu'en fait, dans une journée, on n'a que 24 heures et que tout ce temps qu'on passe dans les transports en commun, tout ce temps, mais dans les voitures, tout ce temps qu'on passe à se déplacer, en fait, c'est du temps qui peut être perdu. Alors, il y en a certains qui le valorisent en lisant, en écoutant des podcasts, comme Akam. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au final, si demain, on te dit, tu peux tout faire à 15 minutes de chez toi, ça fait rêver, quoi. T'es là, punaise, t'imagines? C'est clair. Moi, je vais rentrer, je vais prendre le train, j'ai une demi-heure de train pour rentrer à Luxembourg. Je vais récupérer ma fille à la crèche, qui est juste à côté de la maison. Mais je me dis, si demain tu me dis que j'ai la maison, la crèche, enfin l'école, quand elle sera plus grande, le bureau, le lieu où faire mes courses, et en plus un espace culturel, c'est là génial, trop bien. Non mais c'est vrai. Mais je pense qu'au Luxembourg, à part les gens qui habitent à Luxembourgville et qui travaillent à Luxembourgville, et en plus la majorité font pas l'effort de prennent quand même la voiture individuelle, je me dis qu'à Luxembourg, il y a peu de personnes qui... non, moi je prends mon vélo. Oui, non mais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en Luxembourg, il y a encore trop de gens. On est dans un pays où la voiture individuelle est quand même une religion. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cet échange. De rien, j'espère que... C'était vraiment très chouette, on en a appris beaucoup sur les événements d'Esch 22. Je parle beaucoup, je suis désolé, donc il faut... Mais non, on ne te coupera pas tant que ça. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir éclairé, d'avoir sensibilisé nos auditeurs justement à ce qui n'est pas forcément visible mais qui rend un événement de plus en plus durable. Et on vous souhaite le succès que vous méritez pour Esch 2022. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.